Salut à tous, soyez les bienvenus pour un nouvel épisode des Histoires de Mel. Alors ça fait un petit moment que je n'ai rien publié sur la chaîne parce que ces 3 dernières semaines ont été très mouvementées pour moi, il s'est passé énormément de choses, dont le livre sur la place de Nancy, et c'est pour ça que je reviens aujourd'hui, puisque j'ai eu la chance durant ce salon de mener une interview avec Jean-Michel Guénassia pour son livre de l'influence de David Bowie sur la destinée des jeunes filles, qu'il a publié tout récemment chez Albin Michel. Donc ça a été un très très chouette moment, j'ai adoré discuter de son livre que j'ai beaucoup aimé, donc je le remercie très sincèrement pour sa gentillesse. Et puis je vous laisse avec cette vidéo interview. Bon, il y a d'autres surprises qui vont arriver dans les semaines à venir sur la chaîne, mais voilà, la première d'entre elles c'est ce chouette moment avec Jean-Michel Guénassia. Et je vous dis à très vite en espérant que ça vous plaise pour de nouveaux épisodes sur la chaîne. Bye bye! Salut à tous, soyez les bienvenus pour un nouvel épisode des Histoires de Mel. Aujourd'hui, je suis en direct du Salon du Livre de Nancy avec Jean-Michel Guénassia. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez publié chez Albin Michel un livre récemment qui s'appelle « De l'influence de David Bowie sur la destinée des jeunes filles ». Oui. Est-ce que vous pourriez expliquer le titre du livre? C'est difficile d'expliquer le titre parce qu'il faut attendre la fin du roman pour comprendre le sens du titre. Parce que la seule chose que je peux dire, c'est que David Bowie joue un rôle important, imprévu et imprévisible dans le roman, qui est relié au héros du roman, qui s'appelle, le héros c'est Paul Martineau, qui est un jeune homme qui a 17 ans, qui est androgyne. On ne sait pas si c'est un garçon ou une fille, il en joue lui-même beaucoup, et à un moment dans le roman, vers la fin du roman, il va se poser une question qu'il n'avait pas prévue. Lui, est-ce que David Bowie est mon père? D'accord, donc effectivement, ça paraît assez énigmatique quand on le lit comme ça, mais c'est vrai que c'est un livre qui m'a, moi, beaucoup plu. J'ai trouvé qu'il y avait de l'humour et qu'en même temps, c'était assez grave par moments. C'était une volonté de votre part? Ah oui, c'est une volonté. Je suis persuadé que les choses les plus sombres, les plus noires, les plus graves peuvent être dites avec humour et légèreté et une certaine grâce. Moi, j'adore les écrivains qui savent dire ce genre parler de choses profondes avec un peu d'humour, un peu de dérision. Et c'est ce que j'ai souhaité faire dans ce livre où l'histoire n'est pas forcément drôle, où il y a des problèmes, il y a des drames, il y a des tensions, il y a des complications, mais elles sont un peu désamorcées par l'humour, et ça les met en perspective surtout, ça donne une distance au roman, et s'il n'y a pas cet humour et ce deuxième degré, ça devient souvent glauque et sombre, et je ne voulais pas tomber dans le glauque. Dans votre livre, on s'aperçoit finalement que c'est aussi un parcours musical, parce qu'il est presque, vous l'avez dit, à la rentrée littéraire d'Albin Michel, presque chapitré par des chansons. Comment avez-vous eu cette idée? Dès le départ, quand j'avais David Bowie en figure tutélaire, je me suis posé cette question et je me suis rendu compte qu'il n'y a rien de plus difficile que de parler de la musique dans un roman. Si je parle d'une musique que je ne connais pas, que j'ai en tête ou que vous ne connaissez pas, pour raconter cette musique, c'est impossible. Comme pour la peinture, si je décris un tableau, c'est compliqué. C'est pour ça que dans mon précédent roman, La valse d'Arvaliciel, je parlais de la peinture de Van Gogh. Mais c'est extrêmement difficile de parler de la peinture, c'est extrêmement difficile de parler de musique. Sauf si on parle de musique connue. Je parle de Vivaldi, les 4 saisons, ou la Norma, Tosca, enfin des grands opéras, ou de chansons de pop, de rock, de variété, que tout le monde connaît. Donc, comme mon héros est musicien, il est pianiste dans un restaurant, il passe son temps à jouer sur du piano, il a 17 ans, il découvre finalement la variété des années du XXe siècle, qu'il ne connaissait pas, qui ne sont pas de sa génération, puisque lui, il est né au début des années 2000. Il va découvrir Daniel Guichard, ou Charles Aznavour, ou Michel Sardou, ou les Platters, qui ne sont pas du tout de sa génération. Et donc,
je voulais que la musique soit présente, parce qu'à un moment, il va y avoir aussi la musique de David Bowie qui va avoir une importance réelle dans le roman, dans la fin du roman, avec Heroes, qui est un des grands chapitres du roman. Et donc, chacune des chansons emblématiques du roman, en réalité, a une importance dans la dramaturgie. Elle est reliée à l'avancée de l'action et des personnages. Les grands chapitres du roman sont des chapitres, des chansons musicales, des chansons qui ont un rôle majeur dans le roman. Par exemple, à un moment, il y a Conte Partiro. Je pense que presque tout le monde connaît Conte Partiro, cette rengaine dont il y a Puisque tu pars, qui est un basculement dans l'intrigue. Oui, absolument, qui joue un rôle majeur, la chanson de Goldman que j'adore, qui est magnifique, qui est absolument sublimissime. Donc, toutes ces musiques jouent un rôle dramatique. C'est-à-dire qu'à un moment, elles sont liées complètement à l'action, elles sont liées complètement à la dramaturgie du roman, et c'est elles qui font avancer l'action. Donc il y a 6 grands chapitres dans le roman, qui sont 6 grandes chansons, c'est un roman musical. On a presque l'impression que les chansons, en fait, sont partie intégrante de la quête identitaire des personnages. Oui, parce qu'elles sont liées, on a tous des musiques qu'on adore, qui sont liées à des souvenirs, à des moments de notre vie, à des choses qu'on a aimées ou des épreuves qu'on a traversées. De notre jeunesse, de notre parcours. Il y a, par exemple, à un moment, il y a une chanson que moi j'adore, qui est In the Mood for Love, qui est une chanson absolument sublime que je recommande à tout le monde. Alors moi, dans le roman, je conseille la version de Brian Ferry, qui pour moi est une des plus belles musiques et chansons qui soient. Mais cette chanson joue un vrai rôle. Ce sont des chansons qui lient les personnages entre eux et qui reviennent dans le roman. Alors c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans vos romans. Vous faites souvent des peintures d'époque. C'était le cas notamment avec le Club des Intelligibles Optimistes. Et là aussi, on trouvait que la musique avait un rôle très important dans le club. C'était les Beatles. Ouais. Bon, c'est une autre époque aujourd'hui, donc... On peut penser quand même que vous êtes mélomane, finalement. Même, je passe mon temps à écouter de la musique en écrivant, j'en écoute beaucoup, j'écoute beaucoup de pop, j'adore ça, j'ai toujours aimé ça, donc je continue. Dans la vie rêvée d'Ernest Auger aussi. Dans la vie rêvée, il y avait Volver, il y avait Carlos Gardel, donc, mais parce que c'était l'époque aussi qui voulait ça. Mais c'est vrai que la musique, elle est présente souvent dans tous mes romans, parce que c'est une façon de la raccorder à la réalité. La musique fait partie de nos vies, elle construit les personnages, et en plus elle sert aussi à caractériser des personnages. Dans le roman, quelqu'un qui écoute Puisque tu pars, et elle l'écoute dans un cadre bien précis. Oui, on ne va pas le dévoiler. On ne va pas le dévoiler, mais c'est pas anodin. Tout d'un coup, ça donne une tension dramatique au roman, qui est très forte. Enfin, pour moi et tous les gens qui le lisent. Ah oui, mais c'est vrai que le personnage se métamorphose quelque part. Et tout d'un coup, on apprend un peu plus sur elle. Un personnage donc qui c'est était... la mère du héros. La mère du héros qui n'était pas forcément sympathique, qu'on pensait être... dont on sentait, enfin moi en tant que lectrice, j'ai senti qu'elle était très torturée. Elle est assez... Oui, torturée, c'est le mot qui convient, qui est assez dur des fois dans ses relations, intolérante. On va comprendre que ces fêlures, elle a des cicatrices, des blessures qui vont se révéler, et Puisque tu pars, et va aider à faire comprendre ce personnage. Oui. Alors justement, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire. Très souvent dans vos romans, vous allez loin dans l'analyse psychologique de vos personnages. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que vous êtes, entre guillemets, décideur de tout, ou est-ce que parfois vous vous laissez porter par les personnages qui, presque, j'allais dire, entre guillemets, décident tout seul, comme ça peut arriver à certains Alors, d'abord, je ne suis pas du tout un écrivain qui fait de la psychologie. Ça, je dis, dans aucun de mes romans, je dirais, il est méchant, il est pervers, il est sadique. Je vais décrire une scène
dans lequel un personnage est pervers, dans lequel un personnage est mauvais, dans lequel un personnage est bon. Et c'est le lecteur qui va déduire la psychologie du personnage d'après son action. Et pour moi, c'est une écriture qui est plus comportementaliste, parce que j'aime pas... parce que si je dis il est méchant, ça veut rien dire. J'oublie. Si je donne une scène dans laquelle un personnage trahit ou fait un geste généreux, le lecteur va le comprendre. Et c'est vrai qu'il y a des moments dans le roman, lorsqu'on construit un roman, il y a des moments où les personnages avancent tout seuls. Et c'est là où le roman commence à exister. Il a son autonomie, sa vie réelle. Des fois, ça met du temps à se mettre en place. Et là, là, dans ce roman, très vite, ça s'est mis en place. Et les personnages vivent leur vie. Sans forcément vont des fois dans des directions auxquelles je n'avais pas songé. Et c'est ça la surprise. Oui, effectivement. C'est vrai que vous n'êtes pas le premier écrivain à me décrire ce phénomène de personnages presque vivants finalement. On les imagine, on les met au monde et ils le... Oui, mais c'est ça, pour moi, un roman qui est... Enfin, un roman réussi, c'est quand tout d'un coup, j'ai plus à chercher le personnage. Je dis souvent que j'écris des autobiographies fictives. D'accord. C'est-à-dire que... Alors là, en plus, c'est complètement le cas, puisque notre héros dit « je » et dit lui-même... Tout à fait. Non, mais à un moment, c'est comme si je racontais l'histoire de Paul Martineau, qui a 17 ans, de sa famille, de sa mère Léna, de sa deuxième mère Stella, enfin... du père auquel il va se mettre à chercher, de ceux qui l'entourent, ses amis, ses copains, etc. Ouais. Alors, dernière question, vous avez mis à la fin du roman une citation de Beaumarchais en exergue. Pourquoi ce choix ? Parce qu'elle était, elle me plaisait beaucoup, cette citation, et elle reflétait tout à fait l'idée du roman. L'amour n'est que le roman du cœur, c'est le plaisir qui en est l'histoire. Ça veut dire que c'est un roman où on a un héros qui a 17 ans, et c'est vrai qu'il y a cette formule, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Oui, Rimbaud. Bon, et cela, pour moi, c'était vrai. Et je voulais avoir des personnages imprudents. Je voulais avoir des personnages qui prennent des risques, qui se mettent en danger dans leur relation amoureuse. Ouais. Et c'est ça que je voulais raconter dans ce roman. Mais en disant que c'était pas forcément l'amour qu'ils cherchaient, c'est pas le grand amour pour la vie, c'était le plaisir. Ouais. Et donc cette phrase de Beaumarchais me paraissait complètement adaptée au roman. Et à travers le plaisir, finalement, c'est eux-mêmes qui se retrouvent. Oui, parce que les liens amoureux vont se nouer après, mais les aventures amoureuses sont d'abord des aventures de plaisir, plus que des aventures d'amour, avec un grand A. Alors effectivement, c'est vrai que c'est un roman qui fait plaisir à lire. Alors inutile de dire que c'est un roman que je conseille, moi je l'ai lu et... Petit conseil, lisez-le en musique, c'est ce que vous m'aviez dit. Oui, tout à fait. Vous m'aviez dit ça un jour. Oui, il faut écouter In the Mood for... Il faut écouter quelque part mettre les différentes chansons, se faire son programme musical. Une petite playlist. Alors il y a In the Mood for Love, il y a Conte Partiro, In the Mood for Love, Puisque tu pars, Heroes, et Papa Was a Rolling Stone. Voilà. Alors ces chansons-là, elles sont venues au fur et à mesure. Vous les avez choisies et non, elles se sont imposées parce qu'à un moment, Conte Partiro, oui, parce que je voulais des chansons emblématiques. À un moment, j'avais mis une chanson, c'était Que c'est triste Venise d'Aznavour. Ah, oui. Bon, mais j'aurais pu choisir des chansons de Souchon ou de Cabrel ou des chansons que nous Français, enfin, on connaît par cœur, on a Fredonné ou de Claude François. Bon, ça a été celle-là parce que je dis pas que c'est une réhabilitation de la variété, mais il y a souvent un mépris de la petite variété, etc. Alors qu'en réalité, c'est de la musique et en réalité, l'objectif de la musique, c'est de rendre les gens heureux. Ouais.
et de donner du bonheur. Et c'est pour ça que la variété, ça marche bien, parce que ça donne aux gens du bonheur. Et c'était ça qui m'intéressait. Et je crois que c'est aussi le rôle de la littérature. Et là, c'est un pari réussi avec ce livre. Alors, merci à vous. Merci, en tout cas, j'étais ravie. Et puis, voilà. Donc, vous pourrez me retrouver dans d'autres vidéos, notamment cet après-midi. Bon, la vidéo sera publiée dans quelques jours. Là, on est le 9 septembre, on est à Nancy. Et cet après-midi, j'ai un autre rendez-vous avec un autre auteur de Chalvin Michel, qui est François-Régis de Guéniveau, qui a publié un premier roman qui s'appelle Un dissident. Et donc, c'était avec plaisir que je vous ai reçu. Merci beaucoup de votre gentillesse. Merci beaucoup, Mélanie. À très bientôt. Et moi, je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos et de nouveaux épisodes. Bye! À bientôt!